Un milliardaire suit une femme de ménage après le travail. Ce qu'il découvre change sa vie. Le soleil se couchait sur Paris, inondant de ses derniers rayons dorés les vitres teintées du gratte-ciel qui abritait le siège social de Dufresne Enterprise. Au dernier étage, dans son bureau d'angle au mur de verre, Henri Dufresne, 54 ans, contemplait distraitement l'horizon qui s'embrasait. Ses yeux, d'un bleu acier que des années de décisions impitoyables avaient rendu presque métalliques, ne voyaient pas vraiment le spectacle qui s'offrait à lui. Son esprit était ailleurs, perdu dans les méandres d'une énigme qui le tourmentait depuis plusieurs semaines. Henri tapotait nerveusement le bord de son bureau en acajou massif. Le magazine Forbes l'avait récemment classé parmi les 10 hommes les plus riches d'Europe, avec une fortune estimée à 14,7 milliards d'euros. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, le respect, ou du moins la crainte, de ses pairs. Mais ces derniers temps, un sentiment tenace d'insatisfaction le rongeait, et ce sentiment avait un nom, Maria Ferreira. Maria n'était qu'une simple femme de ménage parmi la vingtaine qui travaillait pour l'entreprise de nettoyage sous-traitante qui s'occupait des locaux de Dufresne Enterprise. Rien ne la distinguait particulièrement. Une femme d'une quarantaine d'années, d'origine portugaise, discrète et efficace. Et pourtant, quelque chose chez cette femme intriguait profondément Henri. Contrairement à presque tous ses employés, Maria Ferreira semblait heureuse, véritablement heureuse. Elle nettoyait les bureaux chaque soir avec une application tranquille, souvent en fredonnant doucement, et quittait le bâtiment à 21h précises, toujours avec un léger sourire aux lèvres. Jamais de plainte, jamais d'air abattu, jamais cette expression de résignation qu'il voyait si souvent chez les personnes occupant des postes subalternes. Si vous appréciez le début de cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Maria qui semble avoir trouvé un bonheur authentique malgré des circonstances modestes? Cette attitude était un mystère qu'Henri ne parvenait pas à résoudre. Comment pouvait-on se contenter d'une existence aussi ingrate, d'un salaire minimal, d'un travail sans prestige, physiquement éprouvant, invisible aux yeux de la plupart des gens? Cette question le hantait bien plus qu'elle n'aurait dû. Lui qui avait sacrifié 3 mariages, d'innombrables amitiés et sa santé sur l'autel de la réussite, ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait trouver du contentement dans une vie si éloignée de ce que la société considérait comme le succès. Ce soir-là, en regardant les lumières de la ville s'allumer une à une, Henri prit une décision impulsive. Il allait suivre Maria Ferreira après le travail, découvrir ce qui rendait cette femme si mystérieusement satisfaite de son sort. Cette idée, il en était conscient, était totalement irrationnelle, probablement illégale et certainement indigne de sa position. Mais il ne pouvait s'en empêcher. Il devait savoir. Henri enfila sa veste de costume sur mesure à 8 000 € et prit l'ascenseur privé qui le conduisit directement au parking souterrain. Il monta dans sa Bentley Continental noire, mais, après un moment d'hésitation, en ressortit. Une voiture aussi reconnaissable ne convenait pas à son projet. Il se dirigea vers une Peugeot 308 grise appartenant à la flotte d'entreprise, dont il gardait toujours un double des clés. Anonyme, pratique, parfaite, pour passer inaperçu. À 21h05, il vit Maria Ferreira sortir du bâtiment par l'entrée de service. Elle portait un manteau bleu marine simple mais propre, un foulard coloré noué autour du cou et un sac à main usé. Ses cheveux noirs striés de quelques mèches grises étaient attachés en un chignon serré. Henri attendit qu'elle ait fait quelques pas avant de démarrer et de la suivre discrètement. À sa grande surprise, Maria ne prit pas le métro comme il l'avait imaginé. Elle marcha jusqu'à un arrêt de bus, attendit quelques minutes, puis monta dans un bus de la ligne 83. Henri suivit le bus à distance, le cœur battant comme un adolescent en pleine escapade. Lui, l'homme qui négociait des contrats de plusieurs milliards sans que sa voix ne tremble, se surprenait à être nerveux à l'idée d'être repéré. Il se sentait ridicule, mais aussi étrangement vivant, plus présent à l'instant qu'il ne l'avait été depuis des années. Après environ 20 minutes de trajet, Maria descendit du bus dans un quartier populaire de l'Est parisien. Henri se gara précipitamment et la suivit à pied, maintenant une distance prudente. La femme marchait d'un pas alerte, saluant au passage quelques commerçants qui fermèrent leurs boutiques. Elle s'arrêta devant une épicerie dont l'enseigne indiquait « Saveur du Portugal » et y entra. Henri ralentit, se demandant comment procéder. Il ne pouvait pas entrer dans la boutique sans risquer d'être remarqué.
Il décida d'attendre dehors, se positionnant à l'angle de la rue d'où il pouvait voir la porte sans être trop visible. Maria ressortit quelques minutes plus tard, tenant un petit sac de provisions. Elle échangea quelques mots en portugais avec le propriétaire qui riait à ce qu'elle disait, puis reprit sa route. Elle tourna dans une rue adjacente, bordée d'immeubles modestes mais bien entretenus. Henri la suivit, de plus en plus intrigué. Maria s'arrêta finalement devant un immeuble de 5 étages à la façade défraîchie mais propre. Elle composa un code et disparut à l'intérieur. Pendant un long moment, Henri resta dans la rue, se demandant ce qu'il faisait là. Cette filature n'avait aucun sens. Que pensait-il découvrir? Que Maria Ferreira vivait dans un appartement modeste dans un quartier populaire? C'était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Il s'apprêtait à partir quand il vit des fenêtres s'illuminer au 3e étage. Poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas, il traversa la rue pour avoir une meilleure vue. Depuis sa position, il pouvait voir l'intérieur de ce qui semblait être un salon-salle à manger. Les rideaux n'étaient pas tirés, offrant une vue partielle mais claire. Il vit Maria entrer dans la pièce, déposer son sac de courses et être immédiatement entourée par 2 enfants, un garçon d'environ 12 ans et une fille un peu plus jeune, qui semblait l'accueillir avec enthousiasme. Un homme âgé, peut-être le père de Maria, apparut ensuite, s'appuyant sur une canne. Elle l'embrassa sur la joue avec tendresse. Cette scène banale de retrouvailles familiales fascina Henri bien plus qu'elle n'aurait dû. Il resta là, immobile, à observer cette famille dont il ne connaissait presque rien, se sentant à la fois voyeur et étrangement ému. Il vit Maria s'affairer dans la cuisine, préparant ce qui semblait être le repas du soir. Les enfants l'aidaient, l'un mettant la table, l'autre coupant des légumes sous sa supervision. Le vieil homme était assis, observant la scène avec un sourire paisible. Bientôt, un autre homme d'une 40aine d'années entra dans l'appartement, probablement le mari de Maria. Il avait l'air fatigué, mais son visage s'illumina en voyant sa famille. Il embrassa sa femme, ébouriffa les cheveux des enfants et aida le vieil homme à se lever pour passer à table. Ils s'assirent tous ensemble, se tenant les mains pendant un bref moment, une prière peut-être, avant de commencer à manger. Leur repas semblait simple mais copieux. Ils parlaient, riaient, se passaient des plats, des gestes ordinaires, quotidiens, qui semblaient pourtant chargés d'une signification qui échappait à Henri. La nuit était complètement tombée maintenant, et Henri savait qu'il devrait partir. Pourtant, il ne pouvait détacher son regard de cette fenêtre illuminée, de cette vie si différente de la sienne, de cette femme qui, avec un salaire représentant moins d'un 10 000e de sa fortune annuelle, semblait avoir trouvé quelque chose qui lui avait toujours échappé. Un souvenir remonta soudain à la surface de sa mémoire. Une conversation avec son père, industriel fortuné et workaholic, quand Henri n'était qu'un adolescent. Le secret du succès, c'est de n'être jamais satisfait, lui avait-il dit. Le jour où tu te sens content de ce que tu as accompli, c'est le jour où tu commences à échouer. Henri avait suivi ce conseil à la lettre, poussant toujours plus loin, ne s'arrêtant jamais pour savourer ses victoires, toujours à la poursuite du prochain défi, du prochain milliard. Et si son père s'était trompé? Cette pensée le frappa avec la force d'une révélation. Et si la véritable réussite n'était pas de toujours vouloir plus, mais de savoir apprécier ce que l'on a déjà? Cette idée était si étrangère à sa vision du monde qu'elle le laissa momentanément désorienté. Dans l'appartement, il vit Maria se lever pour débarrasser la table, aidée par ses enfants. Son mari prenait soin du vieil homme, l'aidant à s'installer dans un fauteuil confortable devant la télévision. Il y avait une harmonie dans leurs mouvements, une routine bien huilée qui parlait d'habitude et d'amour. Henri sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Combien de fois avait-il dîné seul ces derniers mois, ces dernières années? Dans son penthouse luxueux avec vue sur tout Paris, entouré d'œuvres d'art valant plus que ce que Maria Ferreira ne gagnerait en toute une vie, mais fondamentalement seule. Sa dernière épouse l'avait quitté 2 ans auparavant, lassée de ses absences, de son obsession pour le travail, de son incapacité à être simplement présent. Ses enfants issus de ses précédents mariages lui parlaient à peine, sauf quand ils avaient besoin d'argent. À 54 ans, il était l'un des hommes les plus puissants d'Europe, et pourtant, en cet instant précis, il enviait cette femme de ménage qui n'avait probablement jamais quitté l'Europe. Soudain, la porte de l'immeuble s'ouvrit et une jeune femme en sortit, jetant un regard suspicieux dans sa direction. Henri réalisa qu'il était resté là trop longtemps, fixant les fenêtres de l'appartement de Maria comme un rôdeur. Il se détourna rapidement et retourna vers sa voiture,
l'esprit en ébullition. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire de cette étrange soirée, de cette révélation inattendue. Mais il savait une chose, pour la première fois depuis très longtemps, il se posait des questions fondamentales sur sa vie, ses choix, ses priorités. Et ces questions, aussi inconfortables soient-elles, lui semblaient étrangement libératrices. En rentrant chez lui, roulant dans la nuit parisienne, Henri Dufresne, milliardaire, titan de l'industrie, homme craint et respecté, se demanda s'il n'avait pas, quelque part en chemin, complètement raté l'essentiel. Le lendemain matin, Henri arriva à son bureau plus tôt que d'habitude. Il n'avait presque pas dormi, son esprit refusant de se taire, ressassant sans cesse les images de la soirée précédente. Il se sentait différent, comme si quelque chose s'était brisé en lui, ou peut-être réparé, il n'aurait su le dire. Sa secrétaire, Madame Lefort, parut surprise de le voir arriver à 7h30. En 20 ans de service, elle avait rarement vu son patron avant 9h. « Monsieur Dufresne, je ne vous attendais pas si tôt. Voulez-vous que je vous fasse monter un café ?»« Oui, merci Sylvie, » répondit-il distraitement, utilisant son prénom pour la première fois depuis des années. Elle le regarda avec étonnement, mais ne fit aucun commentaire. Une fois dans son bureau, Henri ne se tourna pas immédiatement vers les dossiers urgents qui l'attendaient. Au lieu de cela, il s'approcha de la baie vitrée et observa la ville qui s'éveillait. Les premiers rayons du soleil caressèrent les toits de Paris, donnant à la scène une beauté presque irréelle. Combien de fois avait-il vraiment regardé ce spectacle? Combien de levées de soleil avait-il manqué, enfermé dans des réunions interminables ou perdu dans des colonnes de chiffres? Henri prit une décision impulsive. Il sortit son téléphone et, avant de pouvoir changer d'avis, appela son fils aîné, Julien, 28 ans, qu'il n'avait pas vu depuis le Noël précédent. « Papa ?» La voix de Julien trahissait sa surprise. « Il est arrivé quelque chose ?» Cette question, révélatrice de la nature de leur relation, pinça le cœur d'Henri. Pour que son fils imagine immédiatement un problème quand son père l'appelait, « Non, rien de grave, » le rassura-t-il. « Je me demandais simplement si tu serais libre pour déjeuner aujourd'hui. » Un silence. Henri pouvait presque entendre l'incompréhension de son fils à travers le téléphone. « Déjeuner? Avec toi? »« Oui, avec moi. » Henri tenta de garder un ton léger, mais une certaine nervosité perçait dans sa voix. « Je sais que c'est inattendu, mais j'aimerais vraiment te voir. » Un autre silence, plus long cette fois. « D'accord, » dit finalement Julien, la méfiance encore perceptible dans sa voix. 12h30 chez Marcel. Marcel était un bistrot traditionnel près de l'école d'architecture où Julien enseignait. Henri ne connaissait pas l'endroit. Il fréquentait habituellement des restaurants étoilés ou les teasy. Des réservations se faisaient des mois à l'avance, mais il accepta immédiatement. « Parfait. À tout à l'heure, alors. » Il raccrocha, le cœur battant étrangement vite pour quelqu'un qui négociait régulièrement des contrats de plusieurs milliards sans sourciller. Madame Lefort entra avec son café, interrompant ses pensées. « Votre agenda de la journée, monsieur, » dit-elle en lui tendant une tablette. « Le conseil d'administration à 10h, déjeuner avec les investisseurs japonais à 13h, puis annulé. »« Le déjeuner avec les Japonais, » l'interrompit Henri. « J'ai un engagement personnel. Proposez-leur un dîner ce soir à la place. » Madame Lefort cligna des yeux, visiblement décontenancée. Henri Dufresne n'annulait jamais une réunion professionnelle pour des raisons personnelles. Jamais. « Bien, monsieur, » dit-elle finalement. « Je m'en occupe tout de suite. » Quand elle fut sortie, Henri s'assit à son bureau et, pour la première fois depuis des années, se demanda vraiment pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Pourquoi il avait passé 3 décennies à accumuler plus d'argent qu'il ne pourrait jamais dépenser, plus de pouvoir qu'il n'en avait besoin, au détriment de tout le reste. La réponse, il le savait, était complexe. Mélange d'ambition personnelle, de désir de prouver sa valeur à un père jamais satisfait, d'ego et peut-être aussi de peur. Peur de s'arrêter et de se demander si tout cela en valait vraiment la peine. À 9h45, il se rendit à la salle du conseil, prenant au passage un dossier sur le bureau de son assistante. En traversant les couloirs, il remarqua des détails qu'il n'avait jamais vraiment vus auparavant. Une femme de ménage, pas Maria, une autre, qui nettoyait discrètement les vitres. Un jeune stagiaire qui le salua avec un mélange de crainte et d'admiration. Des plantes vertes qu'il n'avait jamais remarquées dans les coins du hall d'entrée. C'était comme s'il voyait son propre empire pour la première fois. La réunion du conseil se déroula comme d'habitude. Discussions stratégiques, rapports trimestriels, projections financières. Mais pour la première fois, Henri n'était pas totalement présent.
Une partie de son esprit était restée à cette fenêtre illuminée de la veille, observant cette famille qui n'avait rien d'exceptionnel et qui pourtant semblait posséder un trésor qui lui avait toujours échappé. À midi, il s'excusa auprès des membres du conseil, laissant son directeur financier terminer la présentation. Une première qui ne manqua pas de susciter quelques regards étonnés. Il prit sa voiture personnelle cette fois, une Aston Martin qu'il conduisait rarement lui-même, préférant habituellement son chauffeur. Mais aujourd'hui, il avait envie de tenir le volant, de sentir la route sous les roues, de prendre des décisions immédiates, concrètes, aux conséquences prévisibles. Le bistrot Marcel était exactement ce à quoi il s'attendait. Petit, chaleureux, avec des nappes à carreaux rouges et blancs, et un menu écrit à la craie sur une ardoise. Rien à voir avec les temples gastronomiques qu'il fréquentait habituellement. En entrant, il se sentit immédiatement déplacé dans son costume sur mesure. Quelques clients réguliers le regardèrent avec curiosité, se demandant probablement ce qu'un homme comme lui faisait dans ce lieu modeste. Julien était déjà là, assis à une table dans le fond. En voyant son père, il se leva maladroitement, ne sachant pas s'il devait lui serrer la main ou l'embrasser. Henri résolut ce dilemme en l'étreignant brièvement mais fermement, un geste qui parut surprendre son fils. « Merci d'être venu », dit Henri en s'asseyant. Julien haussa les épaules, jouant avec le bord de sa serviette. « Je dois avouer que j'étais curieux. Ce n'est pas tous les jours que tu annules une réunion pour moi. » Le reproche à peine voilé fit grimacer Henri. Il le méritait, bien sûr. Combien de fois avait-il manqué des événements importants dans la vie de son fils ? Des anniversaires, des remises de diplômes, sa première exposition d'architecture, toujours à cause de réunions importantes qui, avec le recul, n'avaient peut-être pas été si cruciales que cela. « J'essaie de changer certaines choses », dit-il simplement. Julien le regarda avec un mélange de scepticisme et d'espoir prudent. Il avait les yeux de sa mère, la première femme d'Henri, celle qu'il avait probablement le plus aimée et qu'il avait perdue à force de négligence. Le serveur vint prendre leur commande. Julien choisit le plat du jour, une blanquette de veau. Henri, habituellement si précis dans ses choix, se contenta de dire la même chose, une autre première. « Alors, » commença Julien après le départ du serveur, « quel est le but de ce déjeuner? Tu veux me parler de quelque chose en particulier ?» Henri secoua la tête. « Non, je voulais juste te voir, savoir comment tu vas, ce que tu deviens. » Julien eut un petit rire incrédule. « Tu veux dire que tu t'intéresses soudainement à ma vie? Pourquoi maintenant ?» La question était légitime, et Henri ne savait pas vraiment comment expliquer ce qui lui arrivait. Comment dire à son fils que suivre une femme de ménage anonyme l'avait conduit à remettre en question toute sa vie? Cela semblait absurde, même à ses propres oreilles. « Disons que j'ai eu une prise de conscience, » dit-il finalement. « Je me suis rendu compte que j'avais peut-être fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. » Julien le dévisagea, cherchant la sincérité dans son regard. Ce qu'il y vit dut le convaincre, car son expression s'adoucit légèrement. « Mieux vaut tard que jamais, je suppose, » dit-il avec un demi-sourire. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, puis, progressivement, la conversation commença à s'animer. Julien parla de son travail à l'école d'architecture, des projets de ses étudiants, de ses propres recherches. Henri l'écouta avec une attention dont il ne se serait pas cru capable, posant des questions, s'intéressant véritablement aux réponses. Il apprit que son fils avait rencontré quelqu'un, un jeune chef cuisinier nommé Antoine, et qu'ils envisagèrent d'ouvrir un restaurant ensemble. Cette information, qu'il aurait peut-être accueillie avec réserve auparavant, lui parut soudain merveilleuse. Son fils était amoureux. Il construisait sa vie. « Tu devrais venir voir notre futur local », dit Julien alors qu'ils terminèrent leur repas. « C'est un ancien atelier d'artistes que nous rénovons. Je pense que ça pourrait te plaire. » Henri sourit, touché par cette invitation qui représentait bien plus qu'une simple visite immobilière. « J'aimerais beaucoup, » dit-il sincèrement. En quittant le restaurant, ils se promirent de se revoir bientôt. Julien semblait encore méfiant, comme s'il s'attendait à ce que son père retombe rapidement dans ses anciennes habitudes, mais il y avait aussi une lueur d'espoir dans ses yeux qui n'y était pas avant. De retour au bureau, Henri se sentait étrangement léger, presque euphorique. Ce simple déjeuner avec son fils, dans ce bistrot sans prétention, lui avait procuré plus de satisfaction que la conclusion de son dernier contrat à plusieurs millions. Le reste de la journée passa rapidement. Henri participa à ses réunions habituelles, mais avec une présence d'esprit renouvelée.
Il se surprit à écouter vraiment ses collaborateurs, à considérer leurs idées avec une ouverture d'esprit qu'il n'avait pas eue depuis longtemps. Plusieurs d'entre eux semblèrent décontenancés par ce changement subtil mais perceptible dans son comportement. Vers 18 heures, alors que la plupart des employés commençaient à partir, Henri resta à son bureau, travaillant sur un dossier complexe. Il entendit un léger bruit à sa porte et leva les yeux. Maria Ferreira était là, son chariot de nettoyage dans le couloir, un chiffon et un produit ménager à la main. « Pardon, monsieur », dit-elle avec un léger accent portugais. « Je ne savais pas que vous étiez encore là, je peux revenir plus tard. » Henri la regarda, fasciné de voir de près cette femme qu'il avait suivie la veille. Elle semblait plus petite qu'il ne l'avait imaginé, avec des traits doux mais marqués par les années de travail. Ses yeux noirs étaient vifs et directs, sans la déférence craintive qu'il voyait souvent chez les employés subalternes. « Non, non, entrez », dit-il rapidement. « Je ne vais pas tarder à partir. Faites votre travail comme si je n'étais pas là. » Maria hésita un instant, puis entra et commença à vider la corbeille à papier, à essuyer les surfaces. Elle travaillait efficacement, avec des gestes précis qui parlaient d'années d'expérience. Henri l'observait du coin de l'œil, se demandant comment entamer une conversation sans paraître étrange ou condescendant. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il finalement, essayant de garder un ton décontracté. Maria leva les yeux, surprise qu'il lui adresse la parole. « 8 ans, monsieur. Et vous aimez ce que vous faites ?» La question sembla la décontenancer. Elle s'arrêta un moment, chiffon en main. « C'est un travail, » répondit-elle simplement. « Il paie les factures. » Henri hocha la tête, ne sachant pas comment poursuivre. Il y avait quelque chose de désarmant dans la simplicité de sa réponse. « Vous avez des enfants, n'est-ce pas ?» La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir, et il réalisa immédiatement qu'elle révélait sa connaissance inappropriée de sa vie privée. Maria fronça légèrement les sourcils. « Oui, 2. Comment le savez-vous » Henri sentit la chaleur monter à ses joues. Quand avait-il rougi pour la dernière fois ? « J'ai dû vous entendre en parler à quelqu'un une fois », improvisa-t-il maladroitement. Elle ne sembla pas convaincue, mais se contenta de hocher la tête et de reprendre son travail. « Oui, j'ai un garçon de 12 ans, Miguel, et une fille de 10 ans, Sofia. Ce sont de beaux âges, » dit Henri, se sentant de plus en plus mal à l'aise, mais incapable de s'arrêter. « Les miens sont adultes maintenant. Le temps passe si vite. » Maria eut un petit sourire. « Trop vite. Hier encore, ils étaient des bébés. » Il y eut un moment de silence, pas tout à fait confortable, mais pas entièrement inconfortable non plus. 2 personnes de mondes différents, trouvant un terrain d'entente fugace dans l'expérience universelle de la parentalité. « Vous devez être fiers d'eux, » dit doucement Henri. « Chaque jour, » répondit-elle avec une simplicité qui le toucha. « Et vous, de vos enfants ?» La question le prit au dépourvu. Était-il fier de ses enfants ? Il ne s'était jamais vraiment posé la question en ces termes. Il était satisfait de leur réussite professionnelle, bien sûr. Mais fier d'eux en tant que personne, il réalisa avec honte qu'il ne les connaissait pas assez pour répondre à cette question. « J'espère qu'ils sont heureux, » dit-il finalement. « Je n'ai pas toujours été aussi présent que j'aurais dû l'être. » Maria le regarda un long moment, comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. Pas le PDG, pas le milliardaire, mais simplement un homme vieillissant avec des regrets. « Il n'est jamais trop tard, » dit-elle doucement. « Mes enfants sont la chose la plus précieuse que j'ai, plus précieuse que tout l'argent du monde. » Ces mots simples, prononcés sans aucune intention d'enseigner ou d'impressionner, touchèrent Henri plus profondément que n'importe quel discours inspirant qu'il avait pu entendre. Il y avait une vérité fondamentale dans cette affirmation, une vérité qu'il avait perdue de vue quelque part en chemin. « Merci », dit-il simplement. Maria parut surprise par sa gratitude, mais sourit légèrement avant de terminer son nettoyage et de se diriger vers la porte. « Bonne soirée, monsieur Dufresne. »« Bonne soirée, Maria », répondit-il, utilisant délibérément son prénom. Quand elle fut partie, Henri resta longtemps immobile, réfléchissant à leur brève conversation. Cette femme qui nettoyait des bureaux pour gagner sa vie semblait posséder une sagesse qui lui avait échappé, malgré tous ses diplômes prestigieux et ses années d'expérience dans le monde des affaires, plus précieuse que tout l'argent du monde. Cette phrase résonnait dans son esprit. Combien de fois avait-il mis son travail, sa fortune, son empire avant sa famille? Combien d'anniversaires, de spectacles scolaires, de moments importants avait-il manqué pour des réunions dont il ne se souvenait même plus? Il prit son téléphone,
et, dans un élan d'impulsivité qui devenait apparemment une habitude, appela sa fille cadette, Claire, 25 ans, qui vivait à Londres. « Papa ?» Sa voix trahissait la même surprise que celle de Julien plus tôt dans la journée. « Bonjour Claire, je me demandais si tu serais libre ce week-end. Je pourrais venir à Londres, nous pourrions passer du temps ensemble. » Il y eut un silence. Puis, « Tu veux venir à Londres? Pour me voir ?»« Oui, » répondit-il simplement. « Tu me manques. » Ces 3 mots, qu'il n'avait probablement jamais prononcés auparavant, semblèrent flotter dans l'air, chargés d'un poids émotionnel inattendu. « Oh !» dit Claire, et il crut entendre un tremblement dans sa voix. « D'accord, oui, bien sûr. J'aimerais beaucoup ça. Parfait. Je te confirmerai mon heure d'arrivée. » Après avoir raccroché, Henri se sentit étrangement vulnérable, comme s'il venait d'ouvrir une porte qu'il avait gardée fermée toute sa vie. C'était inconfortable, mais aussi libérateur. Il quitta finalement son bureau, bien plus tard que d'habitude. En traversant les couloirs déserts, il croisa quelques femmes de ménage qui travaillaient encore. Il les salua d'un signe de tête, recevant en retour des regards surpris et des hochements de tête timides. En sortant du bâtiment, la nuit était déjà bien avancée. Henri décida de marcher un peu avant de rentrer chez lui, sentant le besoin de réfléchir, de digérer les événements des dernières 24 heures. Paris, la nuit était magnifique, vibrant d'une énergie différente de celle du jour. Des couples se promenaient main dans la main. Des groupes d'amis riaient devant les cafés. Des musiciens de rue jouaient pour quelques pièces. Henri réalisa qu'il n'avait pas vraiment marché dans Paris depuis des années, toujours pressé, toujours en voiture avec chauffeur, toujours isolé du monde réel par une barrière de privilèges. Il s'arrêta devant une petite place où un violoniste jouait un air mélancolique. L'homme était âgé. Son étui de violon ouvert devant lui contenait quelques pièces et billets. Son visage exprimait une concentration totale, une communion parfaite avec sa musique. Henri l'observa un long moment, captivé par cette passion pure, cette présence totale à l'instant. Quand avait-il ressenti cela pour la dernière fois? Cette immersion complète dans une activité, ce sentiment d'être exactement là où il devait être, de faire exactement ce qu'il devait faire. Il ne s'en souvenait pas. Le morceau terminé, Henri s'approcha et déposa un billet de 50 € dans l'étui. Le violoniste le remercia d'un signe de tête, sans servilité ni effusion excessive, juste une reconnaissance tranquille de musicien à auditeur. « C'était magnifique », dit Henri. « Qu'est-ce que c'était ?»« Tchaïkovski, concerto pour violon en ré majeur. » L'homme avait un léger accent d'Europe de l'Est. « Vous aimez la musique classique ?»« Oui », répondit Henri, réalisant que c'était vrai mais qu'il n'avait pas écouté. « De musique, vraiment écoutée, pas juste comme fond sonore, depuis très longtemps, mais pas assez souvent. » Le violoniste hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'Henri voulait dire. « La musique guérit l'âme, » dit-il simplement. « Vous devriez l'écouter plus souvent. » Henri sourit, touché par ce conseil offert sans prétention. « Je le ferai. » Il reprit sa marche, l'esprit toujours en ébullition, mais le cœur un peu plus léger. En passant devant un petit restaurant, il regarda à travers la vitrine et vit des familles, des couples, des amis partageant un repas, des scènes ordinaires de bonheur quotidien. Il réalisa soudain qu'il avait faim. Il n'avait rien mangé depuis le déjeuner avec son fils. Sans trop réfléchir, il entra dans le restaurant. C'était un établissement simple mais accueillant avec des nappes en papier et un menu écrit à la main. Rien à voir avec les restaurants étoilés qu'il fréquentait habituellement. Le serveur le conduisit à une petite table dans un coin, lui tendant le menu avec un sourire fatigué mais sincère. Henri commanda le plat du jour, un bœuf bourguignon et un verre de vin rouge de la maison. Assis là, entouré de gens ordinaires vivant leurs vies ordinaires, il se sentit étrangement en paix. Personne ne le reconnaissait. Personne ne cherchait à l'impressionner ou à obtenir ses faveurs. Il était juste un homme d'un certain âge, dînant seul dans un restaurant modeste. Le repas était simple mais délicieux, préparé avec soin et servi avec chaleur. Henri mangea lentement, savourant chaque bouchée d'une façon qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il observait les autres clients. Une famille avec 2 jeunes enfants qui dessinaient sur leur set de table pendant que leurs parents discutaient doucement. Un groupe de jeunes qui riaient bruyamment en partageant des anecdotes. Un couple âgé qui mangeait en silence, échangeant parfois un regard ou un sourire qui parlait de décennies partagées. Tous ces gens semblaient posséder quelque chose qu'Henri avait perdu, ou peut-être n'avait-il jamais vraiment eu, une connexion authentique avec d'autres êtres humains, une présence réelle dans leur propre vie. En rentrant finalement chez lui,
Dans son penthouse luxueux mais vide, Henry Dufresne, milliardaire, titan de l'industrie, homme craint et respecté, se sentait étrangement humble, comme si les fondations de sa vision du monde, si solides jusqu'alors, commençaient à se fissurer, révélant des vérités inconfortables mais nécessaires. Le lendemain était un samedi, et pour la première fois depuis qu'il ne savait combien d'années, Henry n'avait pas prévu de passer la journée à travailler. Il se réveilla tard, se prépara un café lui-même, une autre première, et s'installa sur sa terrasse avec un livre qu'il avait acheté des mois auparavant, mais n'avait jamais ouvert. Mais il n'arrivait pas à se concentrer sur sa lecture. Son esprit revenait sans cesse à Maria Ferreira, à sa famille, à cette vie simple mais apparemment riche qu'il avait entrevue. Une idée commençait à germer en lui, une idée folle, improbable, mais qui ne voulait pas le quitter. Il voulait en savoir plus sur Maria, non pas en la suivant à nouveau. Il avait compris à quel point ce comportement était inapproprié, mais en la connaissant véritablement, en comprenant ce qui rendait cette femme si différente de toutes les autres qu'il avait rencontrées dans le monde impitoyable des affaires. Henry saisit son téléphone et appela son directeur des ressources humaines, qui parut surpris de recevoir un appel de son patron un samedi matin. « J'aimerais des informations sur l'une de nos femmes de ménage », dit-il sans préambule, « Maria Ferreira. » Il y eut un silence confus à l'autre bout de la ligne. « Une femme de ménage, monsieur? Vous êtes sûr? »« Tout à fait sûr, » répondit Henry. « Je voudrais connaître sa situation exacte. Depuis combien de temps elle travaille pour nous, son salaire, ses conditions de travail? Tout ce que vous avez. »« Je vais me renseigner, monsieur. Mais techniquement, elle n'est pas notre employée. Elle travaille pour CleanPro, la société de nettoyage avec laquelle nous avons un contrat. Alors, contactez CleanPro et obtenez ces informations. Et je veux également savoir s'il y a eu des plaintes ou des problèmes concernant le traitement de leurs employés dans nos locaux. »« Bien, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. » Henry raccrocha, sachant que sa demande allait susciter des interrogations, mais peu lui importait. Pour la première fois depuis longtemps, il agissait selon une impulsion qui n'était pas motivée par le profit ou le pouvoir, mais par une curiosité sincère, un désir de comprendre. Quelques heures plus tard, son directeur des RH le rappela avec les informations demandées. Maria Ferreira travaillait effectivement pour CleanPro depuis 8 ans, principalement dans les locaux de Dufresne Enterprise. Elle était payée au SMIC, sans aucun avantage social significatif. Elle travaillait de 17h à 21h du lundi au vendredi, plus quelques heures le samedi matin dans d'autres locaux. Son dossier ne contenait aucune plainte ou incident, juste des évaluations régulières la décrivant comme fiable et consciencieuse. « Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez savoir, monsieur ?» demanda le directeur des RH, clairement intrigué par cet intérêt soudain pour une femme de ménage anonyme. « Oui, » répondit Henry après un moment de réflexion. « Je veux revoir notre contrat avec CleanPro. Je veux savoir exactement combien nous les payons et combien leurs employés reçoivent. Monsieur, vous m'avez bien entendu, et je veux également des informations sur les pratiques de nos concurrents en matière de sous-traitance du nettoyage. Je veux savoir si ce que nous faisons est juste. » Le directeur des RH semblait de plus en plus perplexe. « Bien sûr, monsieur, je préparerai un rapport pour lundi. »« Merci. » Henry passa le reste de la journée à réfléchir et à planifier. Le soir, il appela son assistante pour lui demander de réserver un billet d'avion pour Londres le dimanche matin. Il passerait la journée avec sa fille, puis reviendrait dimanche soir. Le voyage à Londres fut révélateur. Claire, d'abord méfiante et distante, se détendit progressivement au fil de la journée. Ils visitèrent une exposition au British Museum, déjeunèrent dans un petit restaurant près de Camden Town où elle vivait, puis se promenèrent dans Regent's Park. Henry apprit plus sur sa fille en ces quelques heures qu'en plusieurs années. Elle travaillait comme graphiste dans une petite agence de publicité, partageait un appartement avec 2 amis, adorait la photographie et envisageait de s'inscrire à un master en art visuel. Elle était végétarienne depuis 3 ans, avait un petit ami musicien et nourrissait une passion pour les films d'horreur coréens, autant de détails de sa vie qu'Henry ignorait complètement. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle finalement, alors qu'ils étaient assis sur un banc face au lac. « Pourquoi ce soudain intérêt pour ma vie ?» Henry regarda les canards qui glissaient paisiblement sur l'eau, cherchant les mots. « Juste, j'ai réalisé que j'avais peut-être fait des erreurs, » dit-il doucement, « que j'avais privilégié des choses qui, au final, n'étaient peut-être pas les plus importantes. » Claire le fixa intensément, comme si elle cherchait à déterminer sa sincérité. « Tu sais, dit-elle finalement,
Pendant longtemps, j'ai été en colère contre toi. Je pensais que tu ne t'intéressais pas à nous, que ton travail était plus important que ta famille. J'étais perdu, admit Henri. Je croyais que le succès se mesurait uniquement en termes de réussite professionnelle, de fortune accumulée. Je voulais vous offrir une vie confortable, des opportunités que je n'avais pas eues. Mais ce dont nous avions vraiment besoin, c'était de toi, dit Claire doucement. De ta présence, de ton attention, pas de ton argent. Ces mots, si simples mais si vrais, touchèrent Henri en plein cœur. C'était exactement ce que Maria Ferreira lui avait fait comprendre, sans même le savoir. « Je sais, dit-il. Je le comprends maintenant. Et même si je ne peux pas rattraper le temps perdu, j'aimerais être plus présent dans ta vie à partir de maintenant, si tu veux bien. » Claire sourit, un sourire qui rappela à Henri sa mère, sa deuxième épouse, partie trop tôt d'un cancer. « J'aimerais ça, dit-elle simplement. » En rentrant à Paris ce soir-là, Henri se sentait différent. Comme si quelque chose s'était ouvert en lui, une capacité à ressentir, à connecter, qui avait été enfouie pendant des décennies sous des couches de cynisme et d'ambition. Le lundi matin, il arriva au bureau avec un plan précis en tête. Il convoqua immédiatement son équipe de direction pour une réunion exceptionnelle. « Mesdames, messieurs, commença-t-il, une fois qu'ils furent tous installés autour de la grande table de conférence, j'ai pris plusieurs décisions importantes concernant l'avenir de notre entreprise. » Les directeurs échangèrent des regards intrigués. Henri Dufresne était connu pour être autoritaire et décisif, mais quelque chose dans son ton laissait présager un changement plus profond qu'une simple réorientation stratégique. Premièrement, nous allons revoir entièrement notre politique de sous-traitance. Je veux que toutes les personnes qui travaillent dans nos locaux, qu'elles soient officiellement nos employés ou non, bénéficient de conditions de travail décentes et d'une rémunération juste. Il y eut quelques froncements de sourcils autour de la table. Deuxièmement, je veux que nous mettions en place un véritable programme de responsabilité sociale, pas juste pour l'image ou le marketing, mais une initiative sincère pour contribuer positivement à la société. Le directeur financier se racla la gorge. « Monsieur, ces mesures vont inévitablement augmenter nos coûts opérationnels. Les actionnaires devront comprendre que la rentabilité à court terme n'est pas notre seul objectif, » l'interrompit Henri. « J'ai fondé cette entreprise, je détiens toujours la majorité des actions et je décide de son orientation. » Il y eut un silence surpris. Henri Dufresne avait toujours été obsédé par les marges, les profits, la croissance. Ce revirement était déstabilisant. Troisièmement, poursuivit-il, nous allons revoir nos politiques de travail interne. Plus de flexibilité, plus d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Je ne veux plus voir des employés sacrifier leur famille sur l'autel de leur carrière. Cette dernière phrase fut prononcée avec une émotion qui surprit tout le monde, y compris Henri lui-même. « Monsieur, » intervint la directrice des ressources humaines, « ce sont des changements majeurs. Avez-vous réfléchi à la façon dont nous allons les mettre en œuvre ?»« C'est précisément pourquoi je vous ai réunis, » répondit Henri. « Je veux que vous formiez une task force pour élaborer un plan détaillé. Et je veux que vous intégriez des employés de tous les niveaux dans ce processus, y compris le personnel de nettoyage. » Cette dernière précision suscita des regards franchement incrédules, mais personne n'osa contester directement. « Bien, monsieur, » dit finalement le directeur des opérations, « nous allons nous y mettre immédiatement. » La réunion se poursuivit, les directeurs proposant des idées, des stratégies, des échéanciers. Henri les écoutait attentivement, intervenant parfois pour recadrer ou préciser sa vision. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait véritablement investi dans son travail, non pas pour accroître sa fortune ou son pouvoir, mais pour créer quelque chose de positif, de significatif. Quand la réunion prit fin, il retint son directeur des ressources humaines. « Une dernière chose, » dit-il. « Je veux rencontrer Maria Ferreira, l'une des femmes de ménage. Organisez cela pour demain, s'il vous plaît. » Le directeur cligna des yeux, manifestement déconcerté. « Maria Ferreira, mais pourquoi ?» Henri sourit légèrement. « Disons simplement que j'ai quelques idées que j'aimerais discuter avec elle. » Le lendemain, à 17h30, Maria Ferreira fut conduite dans une petite salle de conférence où Henri l'attendait. Elle semblait nerveuse, se tordant les mains, se demandant probablement si elle avait fait quelque chose de mal. « Madame Ferreira, merci d'être venue, » dit Henri en se levant pour l'accueillir. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Elle s'assit au bord d'une chaise, le dos droit, l'air tendu. « Ai-je fait quelque chose de mal, monsieur ?»
Absolument pas, la rassura-t-il rapidement. Au contraire, j'ai remarqué votre excellent travail et je voulais vous parler d'une opportunité. Maria le regarda avec méfiance, ne sachant visiblement pas à quoi s'attendre. Voilà, commença Henri, se sentant étrangement nerveux. Notre entreprise est en train de revoir sa politique de sous-traitance et de responsabilité sociale. Nous voulons améliorer les conditions de travail de tous ceux qui contribuent à notre succès, y compris le personnel de nettoyage. Elle hocha lentement la tête, toujours perplexe. Et j'aimerais que vous nous aidiez dans ce processus, que vous nous fassiez part de votre expérience, de vos idées pour améliorer les choses. Maria cligna des yeux, manifestement surprise. Moi? Mais je ne suis que... Vous êtes quelqu'un qui travaille dur, qui connaît la réalité du terrain, et dont la perspective serait précieuse, l'interrompit doucement Henri. Je vous propose un poste de consultante à temps partiel, en plus de votre travail actuel si vous le souhaitez. Vous seriez rémunéré pour votre temps et vos idées. Maria le fixa un long moment, comme si elle cherchait le piège. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Il y a des dizaines d'autres femmes de ménage. » Henri hésita. Devait-il lui avouer qu'il l'avait suivi? Que l'aperçu de sa vie familiale avait déclenché chez lui une profonde remise en question? Non, ce serait inapproprié et probablement effrayant pour elle. « Disons que notre brève conversation l'autre soir m'a fait réfléchir, » dit-il simplement. « Vous avez une sagesse que j'apprécie. » Elle ne semblait pas entièrement convaincue, mais un petit sourire commençait à se former sur ses lèvres. « Et qu'attendriez-vous exactement de moi ?»« Votre honnêteté, » répondit Henri. « Vos idées sur la façon dont nous pourrions améliorer les conditions de travail, non seulement pour le personnel de nettoyage, mais pour tous nos employés. Comment nous pourrions créer un environnement de travail plus humain, plus équilibré ?» Maria réfléchit un moment, puis hocha lentement la tête. « D'accord, j'accepte. Mais à une condition. Laquelle? Que vous écoutiez vraiment. Pas juste pour la forme ou pour vous donner bonne conscience. » Henri sourit, appréciant sa franchise. « Je vous le promets. » Ils discutèrent ensuite des détails pratiques. Horaires, rémunération, modalités de collaboration. Maria, d'abord réservée, s'anima progressivement, partageant déjà quelques observations et suggestions. Henri l'écoutait attentivement, frappé par la pertinence et la simplicité de ses idées. En la raccompagnant à la porte, il fut pris d'une impulsion. « Maria, accepteriez-vous de me parler un peu plus de votre famille, de votre vie en dehors du travail ?» Elle le regarda avec surprise, puis avec une sorte de compréhension naissante. « Vous voulez savoir comment je peux être heureuse malgré un travail difficile et un salaire modeste, c'est ça ?» Henri acquiesça, touché par sa perspicacité. « Oui, c'est exactement ça. » Maria sourit, un sourire chaleureux qui illumina son visage fatigué. « C'est simple, monsieur Dufresne. J'ai appris à apprécier ce que j'ai, pas à me lamenter sur ce que je n'ai pas. Ma famille, ma santé, les petits moments de joie quotidiens, pour moi c'est ça la richesse. » Ces mots simples résonnèrent profondément en Henri. Ils exprimaient exactement ce qu'il commençait à comprendre, ce qu'il avait ignoré pendant tant d'années dans sa course effrénée vers toujours plus de succès matériel. « Merci, » dit-il simplement. « De rien, monsieur. À demain. » Et elle partit, laissant derrière elle un homme profondément changé par cette rencontre improbable entre un milliardaire et une femme de ménage. Un homme qui commençait à comprendre que la véritable richesse ne se mesurait peut-être pas en milliards, mais en moments de présence, en connexions authentiques, en vie pleinement vécue. Dans les semaines et les mois qui suivirent, Dufresne Enterprise connut une transformation profonde. Sous l'impulsion d'Henri, l'entreprise révisa entièrement sa politique de sous-traitance, exigeant de tous ses prestataires qu'ils offrent des conditions de travail décentes et des salaires justes à leurs employés. Elle mit en place un ambitieux programme de responsabilité sociale, investissant dans des projets éducatifs et environnementaux. Elle révolutionna ses pratiques internes, encourageant la flexibilité, l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, la diversité et l'inclusion. Ces changements ne furent pas toujours faciles. Certains actionnaires protestèrent contre l'impact sur les marges à court terme. Certains cadres supérieurs, incapables de s'adapter à cette nouvelle philosophie, quittèrent l'entreprise. Mais progressivement, une nouvelle culture émergea, plus humaine, plus durable, plus alignée avec les valeurs qu'Henri avait redécouvertes. Et au cœur de cette transformation se trouvait un partenariat improbable entre Henri Dufresne, milliardaire, et Maria Ferreira, femme de ménage. Elle devint une consultante respectée au sein de l'entreprise,
apportant sa perspective unique et sa sagesse simple mais profonde. Leur collaboration transcendait les barrières sociales et économiques, démontrant qu'une véritable connexion humaine pouvait exister au-delà des différences de statut ou de richesse. Quant à Henri lui-même, il changea peut-être plus profondément que son entreprise. Il renoua avec ses enfants, devenant une présence constante et aimante dans leur vie. Il redécouvrit des passions oubliées, la musique classique, la littérature, les longues promenades dans Paris. Il apprit à être présent, vraiment présent, dans chaque moment de sa vie. Environ un an après cette nuit fatidique où il avait suivi Maria, Henri l'invita elle et sa famille à dîner chez lui. C'était un geste audacieux, franchissant des barrières sociales que peu auraient osé transgresser. Mais Maria accepta avec grâce, amenant son mari Carlos, leurs 2 enfants Miguel et Sofia, et son père âgé. Ce fut une soirée mémorable. Dans son penthouse luxueux avec vue sur tout Paris, Henri accueillit cette famille modeste avec chaleur et respect. Les enfants, d'abord intimidés, se détendirent rapidement, fascinés par la vue spectaculaire et les œuvres d'art. Carlos, un homme calme et digne, partagea des histoires de son travail dans le bâtiment. Le père de Maria, ancien pêcheur portugais, raconta des anecdotes colorées de sa jeunesse, traduites à la volée par sa fille. Ils dînèrent simplement. Henri avait demandé à son chef de préparer des plats portugais traditionnels en l'honneur de ses invités et parlèrent de tout et de rien. Famille, souvenirs, espoir pour l'avenir. Il n'y avait pas de condescendance, pas de malaise, juste une connexion humaine authentique entre des personnes qui, en d'autres circonstances, ne se seraient jamais rencontrées en dehors d'une relation employeur-employé. À la fin de la soirée, alors que la famille Ferreira s'apprêtait à partir, Maria prit Henri à part. « Vous avez beaucoup changé », dit-elle doucement. Henri sourit. « Grâce à vous, en grande partie. » Elle secoua la tête. « Non, le changement était déjà en vous. J'ai juste été un catalyseur peut-être. Un catalyseur très important, » insista Henri. « Vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. Et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. » Maria sourit, touchée par sa sincérité. « Vous savez ce que mon père dit toujours ? A verdadeira riqueza está no coração. La véritable richesse est dans le cœur. Il est sage, votre père, » dit Henri. « Oui, » acquiesça Maria. « Et vous aussi, maintenant. » Cette simple affirmation, prononcée sans flatterie ni exagération, toucha Henri plus profondément que tous les éloges qu'il avait pu recevoir au cours de sa carrière. Car il savait qu'elle était sincère et qu'elle venait d'une personne qui voyait au-delà des apparences, au-delà de la fortune et du statut, jusqu'à l'essence même de l'être humain. Après leur départ, Henri resta longtemps sur sa terrasse, contemplant les lumières de Paris. Il pensait à l'étrange trajectoire que sa vie avait prise, à cette impulsion inexplicable qui l'avait poussé à suivre une femme de ménage après le travail et à la transformation profonde qui en avait résulté. Il réalisait maintenant que toute sa vie, il avait cherché le bonheur dans les mauvais endroits, dans l'accumulation de richesses, dans le pouvoir, dans la reconnaissance de ses pairs, alors que le véritable bonheur se trouvait dans les connexions humaines authentiques, dans la présence à l'instant présent, dans la capacité à apprécier les simples joies quotidiennes. Cette leçon, il l'avait apprise d'une femme qui nettoyait son bureau. Une femme qui, malgré ou peut-être grâce à sa vie modeste, avait compris une vérité fondamentale qui lui avait échappé pendant des décennies. Henri Dufresne, milliardaire transformé, leva son verre vers le ciel étoilé de Paris. « À la véritable richesse », murmura-t-il, « celle qui est dans le cœur. » 2 ans s'étaient écoulés depuis cette soirée fatidique où Henri Dufresne avait suivi Maria Ferreira. 2 années de transformation profonde, tant pour l'homme que pour son entreprise. Dufresne. Enterprise était devenu un modèle de responsabilité sociale, cité en exemple dans les écoles de commerce, tandis qu'Henri lui-même s'était métamorphosé d'une manière que peu auraient cru possible. Ce matin-là, Henri se tenait devant la grande fenêtre de son bureau, observant Paris qui s'éveillait sous un soleil printanier. À 56 ans, il semblait différent, pas seulement à cause des quelques rides supplémentaires qui marquèrent son visage ou des cheveux gris qui parsemaient désormais abondamment sa chevelure autrefois uniformément noire. Non, le changement était plus profond, plus essentiel. Ses yeux, autrefois froids et calculateurs, reflétaient maintenant une chaleur, une présence qui surprenait encore ceux qui l'avaient connu avant. Son téléphone vibra, le tirant de sa contemplation.
Un message de sa fille, Claire. « N'oublie pas, dîner chez moi ce soir, 19h30. Antoine fait son fameux risotto. » Henri sourit. Sa relation avec ses enfants s'était transformée de manière presque miraculeuse. Là où il y avait eu distance et ressentiment, il existait maintenant une proximité, une complicité qui enrichissait sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Un léger coup à la porte annonça l'arrivée de son assistante, Sylvie Lefort. Elle aussi avait changé, abandonnant le formalisme rigide qu'elle avait maintenu pendant des décennies pour une relation plus détendue et authentique avec son patron. « Bonjour Henri », dit-elle en entrant. La réunion du comité de responsabilité sociale commence dans 10 minutes. Maria est déjà arrivée, elle vous attend dans la salle de conférence. « Merci Sylvie, j'y vais tout de suite. » En traversant les couloirs de Dufresne Enterprise, Henri saluait les employés par leur nom, s'arrêtant parfois pour une brève conversation. Ce simple geste inconcevable pour l'ancien Henri était devenu naturel pour l'homme qu'il était maintenant. L'entreprise elle-même avait changé. Les espaces autrefois austères et impersonnels paraissent désormais plus chaleureux, plus humains. Des plantes vertes égayaient les coins, des œuvres d'art d'artistes locaux ornaient les murs. Et surtout, il y avait cette atmosphère indéfinissable mais palpable de bien-être, d'équilibre, qui contrastait fortement avec la tension compétitive qui régnait auparavant. Dans la salle de conférence, Maria Ferreira était assise à la grande table, consultant des documents. À 42 ans, elle conservait cette aura de calme et de dignité qui avait tant intrigué Henri lors de leur première rencontre. Mais elle aussi avait changé. Son statut de consultante en responsabilité sociale lui avait apporté non seulement une sécurité financière, mais aussi une confiance en elle qui se reflétait dans sa posture, dans son regard, dans sa façon de s'exprimer. « Bonjour Maria », dit Henri en entrant. « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Elle leva les yeux et sourit. « Très bien, merci. Miguel a été accepté au lycée Henri IV. Nous avons reçu la lettre hier. »« C'est merveilleux !» s'exclama Henri, sincèrement heureux pour le fils de Maria. Le garçon, maintenant âgé de 14 ans, s'était révélé être un élève brillant, particulièrement doué en mathématiques. Il le mérite amplement. Il a travaillé si dur. « Oui !» acquiesça Maria avec une fierté évidente. « Carlos et moi sommes très fiers de lui. Il veut devenir ingénieur. » D'autres membres du comité commençaient à arriver. Des cadres de l'entreprise, des représentants syndicaux, des experts en développement durable. Ce comité, né de la transformation de Dufresne Enterprises, était chargé de superviser les initiatives sociales et environnementales de l'entreprise. La réunion commença, animée par Henri lui-même. On y discuta de l'avancement du programme de reforestation financé par l'entreprise, de l'extension du congé parental pour les employés, de la réduction de l'empreinte carbone des installations. Maria intervint plusieurs fois, apportant sa perspective unique et sa sagesse, pratique qui était devenue si précieuse pour le groupe. À un moment donné, alors qu'il débattait d'une initiative visant à offrir des bourses d'études aux enfants d'employés à faible revenu, Henri surprit le regard de Maria posé sur lui. Un regard empli d'une sorte de fierté tranquille, comme si elle mesurait pleinement le chemin parcouru par cet homme qu'elle avait contribué à transformer. Ce regard le toucha profondément, lui rappelant une fois de plus l'étrange alchimie qui avait fait de leur rencontre improbable le catalyseur d'un changement si fondamental. Après la réunion, alors que les autres membres se dispersaient, Henri retint Maria un moment. « J'aimerais vous inviter à déjeuner, dit-il. Il y a quelque chose dont je voudrais vous parler. » Maria acquiesça intriguée. « Bien sûr. » Ils se rendirent à pied vers un petit restaurant italien niché dans une rue adjacente, un établissement simple mais chaleureux qu'Henri avait découvert lors d'une de ses promenades dans Paris, une habitude qu'il avait prise depuis sa transformation. Loin du regard des employés de Dufresne Enterprises, assis à une table discrète dans un coin, ils commandèrent et commencèrent à discuter de sujets personnels, les études des enfants de Maria, le nouveau projet artistique de Claire, la récente réconciliation d'Henri avec son frère cadet après des années d'estrangement. Puis, après que leurs plats eurent été servis, Henri aborda le sujet qui lui tenait à cœur. « Maria, commença-t-il, je réfléchis depuis quelque temps à l'avenir de Dufresne Enterprise. » Elle hocha la tête, attentive. « J'ai bâti cette entreprise, je l'ai transformée et maintenant, je pense qu'il est temps pour moi de prendre du recul. » Maria leva les sourcils, surprise. « Vous voulez prendre votre retraite ?» Henri sourit. « Pas exactement, plutôt réorienter mes priorités.
Je resterai président du conseil d'administration, bien sûr, mais je voudrais consacrer plus de temps à notre fondation, à des projets personnels, à ma famille. La fondation Dufresne était une initiative récente, née de la transformation d'Henri. Elle soutenait des projets éducatifs dans des quartiers défavorisés, offrant à des jeunes comme Miguel des opportunités qu'ils n'auraient pas eues autrement. « Je comprends », dit Maria doucement, « et je pense que c'est une sage décision. Vous avez travaillé si dur toute votre vie. » Henri hocha la tête, reconnaissant sa compréhension. « Mais ce n'est pas tout. J'ai également décidé de restructurer l'actionnariat de l'entreprise. Je vais créer un fonds qui permettra aux employés de devenir actionnaires. » Maria le regarda avec stupéfaction. « Vous voulez dire tous les employés ?»« Oui, tous, des cadres supérieurs jusqu'aux femmes de ménage. » Il sourit en prononçant ces derniers mots. « Chaque personne qui contribue au succès de Dufresne Enterprise mérite d'en récolter les fruits. C'est une leçon que j'ai apprise de vous. » Maria secoua la tête, émue mais aussi préoccupée. « C'est une décision énorme, Henri. Vos actionnaires actuels seront compensés équitablement, assura-t-il. J'ai travaillé sur ce plan pendant des mois avec les meilleurs avocats et conseillers financiers. C'est viable, c'est juste, et surtout, c'est la bonne chose à faire. » Il y eut un moment de silence, Maria assimilant l'ampleur de ce qu'Henri lui annonçait. « Il y a autre chose, » ajouta-t-il doucement. « J'aimerais que vous preniez un rôle plus important dans la fondation. Votre perspective, votre expérience serait inestimable. » Maria le fixa intensément. « Vous êtes sérieux. »« Tout à fait. Vous avez un don, Maria. Un don pour voir ce qui compte vraiment, pour comprendre les besoins réels des gens. La fondation a besoin de quelqu'un comme vous. » Elle resta silencieuse un long moment, pesant cette proposition inattendue. « Je ne suis pas sûre d'être qualifiée, » dit-elle finalement. « Je n'ai pas fait d'études supérieures, je n'ai jamais géré de... Les qualifications qui comptent vraiment ne s'apprennent pas à l'université, » l'interrompit doucement Henri. « Elles se forgent dans la vie. Et dans ce domaine, vous êtes plus diplômé que la plupart des personnes que je connais. » Un léger sourire apparut sur les lèvres de Maria. « Vous êtes devenu très sage, Henri Dufresne. »« J'ai eu une excellente professeure, » répondit-il avec un clin d'œil. Ils terminèrent leur repas en discutant des détails pratiques, le rôle précis de Maria, les ajustements nécessaires à son emploi du temps, la formation qu'elle pourrait recevoir pour se sentir plus à l'aise dans ses nouvelles responsabilités. Henri était patient, attentif à ses préoccupations, déterminé à créer les conditions qui lui permettraient de réussir. Alors qu'ils marchaient ensemble pour retourner au bureau, Henri fut frappé par l'étrangeté et la beauté de leur parcours commun. Lui, l'homme d'affaires impitoyable, transformé par la sagesse simple d'une femme de ménage. Elle, la travailleuse modeste, dont la vie avait été enrichie non seulement matériellement, mais aussi en termes d'opportunités et d'impact, grâce à cette rencontre improbable. « Savez-vous ce que je me demande parfois ?» dit-il soudainement. « Quoi donc ? Ce qui se serait passé si je ne vous avais pas suivi ce soir-là. » Maria s'arrêta, le regardant avec surprise. « Vous m'avez suivi ?» Henri réalisa avec consternation qu'il n'avait jamais avoué ce détail crucial. « Oui, cette première fois où nous avons vraiment parlé dans mon bureau, ce n'était pas un hasard. La veille, je vous avais suivi jusqu'à chez vous. J'avais vu votre famille, votre vie. » Il s'attendait à de la colère, de l'indignation face à cette invasion de sa vie privée. Mais après un moment de choc, Maria éclata d'un rire cristallin qui surprit Henri. « Je le savais, » s'exclama-t-elle. « Je l'ai toujours su. Vous connaissiez trop de détails sur ma vie que je ne vous avais jamais partagés. Et cette façon dont vous m'avez demandé si j'avais des enfants, c'était tellement maladroit. » Henri sentit ses joues s'empourprer, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis l'adolescence. « Je suis vraiment désolé. C'était complètement inapproprié et c'est peut-être la meilleure chose que vous ayez jamais faite, » termina Maria doucement. « Pour vous, pour votre entreprise, pour tous ceux qui en ont bénéficié. Parfois, le destin emprunte des chemins étranges. » Henri la regarda avec gratitude, touché par sa capacité à voir au-delà de l'acte lui-même pour en considérer les conséquences positives. Le destin, ou peut-être juste un homme perdu qui a eu la chance de croiser le chemin d'une femme sage, dit-il doucement. Maria sourit, secouant la tête avec une modestie sincère. Nous nous sommes mutuellement aidés à grandir, je pense. C'est ainsi que fonctionne la vie quand on l'aborde avec un cœur ouvert. Ils reprirent leur marche, discutant maintenant de détails plus légers. Le prochain récital de piano de Sofia,
la nouvelle passion d'Henri pour la photographie, les projets de vacances de la famille Ferreira. Une conversation ordinaire entre deux personnes qui, malgré leurs différences de parcours et de statut, avaient forgé une connexion authentique et transformatrice. De retour au bureau, ils se séparèrent, Maria retournant à son poste actuel, Henri se dirigeant vers une réunion avec ses conseillers juridiques pour finaliser les détails de sa grande restructuration. Mais avant de partir, elle se tourna vers lui. « Henri, » dit-elle avec une gravité soudaine, « merci, pas seulement pour l'opportunité que vous m'offrez, mais pour tout ce que vous avez fait. Pour avoir eu le courage de changer, de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. C'est rare, surtout chez quelqu'un qui a connu autant de succès selon les critères traditionnels. » Henri fut touché par ces paroles, reconnaissant une fois de plus la profondeur de perception de cette femme extraordinaire. « C'est moi qui vous remercie, Maria, pour m'avoir montré une richesse que je ne soupçonnais même pas. » Cette nuit-là, alors qu'Henri dînait chez sa fille Claire et son compagnon Antoine, dans leur appartement modeste mais chaleureux de Camden Town, il se sentit envahi par une profonde gratitude. Assis à leur table, écoutant les rires, partageant des histoires, savourant le fameux risotto, il mesura pleinement le chemin parcouru. Il y avait eu des moments difficiles, bien sûr, des résistances à surmonter, des habitudes tenaces à briser, des relations à reconstruire pierre par pierre, mais chaque effort, chaque moment d'inconfort, chaque pas en dehors de sa zone de confort en avait valu la peine. « Tu sembles pensif, papa », remarqua Claire, le tirant de ses réflexions. « Je pensais juste à quel point je suis chanceux », répondit-il simplement. Claire sourit, serrant brièvement sa main sur la table. Ce simple geste d'affection, si naturel maintenant mais qui aurait été impensable quelques années auparavant, valait pour Henri tous les contrats, toutes les acquisitions, tous les succès professionnels qu'il avait accumulés au cours de sa carrière. Plus tard dans la soirée, en rentrant à son penthouse parisien, Henri s'arrêta sur sa terrasse pour contempler la ville illuminée. Paris était toujours aussi belle, mais il la voyait différemment maintenant, non plus comme un terrain de conquête ou un symbole de son pouvoir, mais comme un organisme vivant, complexe, fait de millions de vies interconnectées, chacune avec ses joies et ses peines, ses rêves et ses luttes. Quelque part dans cette mer de lumière vivait la famille Ferreira, dans leur appartement modeste mais rempli d'amour, et tant d'autres familles, tant d'autres vies, toutes précieuses, toutes significatives à leur manière. Henri Dufresne, autrefois obsédé par l'accumulation de richesses et de pouvoir, comprenait maintenant une vérité plus profonde. La vraie valeur de la vie ne se mesurait pas en milliards d'euros ou en empires commerciaux, mais en connexion humaine authentique, en moments de présence véritable, en impact positif sur la vie des autres. Et tout cela, il l'avait appris parce qu'un soir, poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas lui-même, il avait suivi une femme de ménage après le travail. Le destin, en effet, empruntait parfois des chemins étranges. 6 mois plus tard, l'annonce officielle de la restructuration de Dufresne Enterprise fit l'effet d'une bombe dans le monde des affaires. Les gros titres se succédaient. Le milliardaire qui donne son entreprise à ses employés. Révolution chez Dufresne. Un nouveau modèle d'actionnariat. Henri Dufresne, de requin de la finance à pionnier de l'entreprise sociale. Les réactions étaient mitigées. Certains saluaient cette initiative comme visionnaire. D'autres la qualifiaient de folie. D'autres encore y voyaient une opération de communication habilement orchestrée. Mais Henri restait serein face à cette tempête médiatique. Il savait que ses motivations étaient sincères et que sa décision, mûrement réfléchie, était juste. La transition s'opérait progressivement. Un conseil des employés actionnaires avait été créé où toutes les catégories de personnel étaient représentées. Maria y siégeait, apportant sa perspective unique et sa sagesse pratique, qui était devenue si précieuse pour l'entreprise. Parallèlement, la Fondation Dufresne prenait son essor sous la codirection d'Henri et de Maria. Leur style complémentaire, sa vision stratégique, son pragmatisme, son réseau d'influence, sa connaissance du terrain, faisaient merveille. Des centres éducatifs ouvraient dans des quartiers défavorisés, des bourses d'études étaient attribuées, des programmes de mentorat se développaient. Un jour, alors qu'ils visitaient le premier centre communautaire financé par la Fondation dans un quartier populaire de l'Est parisien, Henri et Maria s'arrêtèrent pour observer un groupe d'enfants participant à un atelier de robotique. Parmi eux se trouvait Miguel, le fils de Maria, qui, devenu lycéen à Henri IV, venait bénévolement aider les plus jeunes.
Regardez-le, dit Maria doucement, la fierté évidente dans sa voix. Il y a 2 ans, il n'aurait jamais imaginé pouvoir faire des études d'ingénieur. Maintenant, il aide d'autres enfants à croire en leurs rêves. Henri sourit, ému par la scène. C'est cela la vraie transmission. Pas seulement des connaissances, mais de l'espoir, de la confiance. Maria acquiesça, puis se tourna vers lui avec une expression pensive. « Savez-vous ce que mon père m'a dit récemment? Que vous étiez la preuve vivante que les gens peuvent changer, vraiment changer, même tard dans la vie. » Henri rit doucement. « Votre père est un homme sage. » Il a ajouté que c'était parce que, malgré toute votre richesse et votre pouvoir, vous aviez gardé un cœur capable d'apprendre. Cette observation simple mais profonde toucha Henri. Il se souvenait encore de sa première rencontre avec le père de Maria, cet homme âgé aux mains calleuses et au regard pénétrant qu'il avait évalué sans la moindre déférence, jugeant l'homme et non sa fortune. « J'ai eu de bons professeurs », dit-il simplement. Ils continuèrent leur visite, discutant avec les enfants, les éducateurs, les parents. Pour beaucoup, la présence d'Henri Dufresne, le célèbre milliardaire, était intimidante au début. Mais sa simplicité, son écoute authentique, sa capacité à se connecter au niveau humain dissipaient rapidement cette gêne initiale. Ce soir-là, Henri invita la famille Ferreira à dîner dans un petit restaurant du quartier. Autour de la table se trouvaient Maria et son mari Carlos, leurs enfants Miguel et Sofia, et le père de Maria, le vieux Manuel. Une tablée simple mais joyeuse, sans protocole ni formalisme. Pendant le repas, la conversation passa du français au portugais et vice-versa, ponctuée de rires et d'anecdotes. Henri observait cette famille, frappé une fois de plus par l'harmonie qui régnait entre eux, cette capacité à être présents les uns pour les autres, à partager authentiquement leurs joies et leurs préoccupations. À un moment donné, Sofia, maintenant une préadolescente de 12 ans aux yeux vifs et à l'esprit curieux, posa une question qui prit Henri au dépourvu. « Monsieur Dufresne, dit-elle avec cette franchise propre aux enfants, êtes-vous heureux maintenant ?» Un silence tomba sur la table, tous attendant sa réponse avec curiosité. Henri réfléchit un moment, prenant la question au sérieux. « Oui, Sofia, je suis heureux, dit-il finalement. Pas tous les jours, bien sûr, personne ne l'est, mais fondamentalement, profondément heureux d'une manière que je n'aurais jamais cru possible auparavant. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux ?» insista-t-elle. Henri sourit devant sa curiosité. « Les connexions, répondit-il sans hésitation. Les vraies connexions avec d'autres personnes, voir mes enfants s'épanouir, savoir que mon travail maintenant aide réellement les gens. Des moments comme celui-ci, en fait, où je peux simplement être présent et partager un repas avec des personnes que j'apprécie. » Sofia sembla satisfaite de cette réponse. « Ma mère dit que vous étiez différent avant, plus dur, est-ce vrai ?»« Sofia !» Maria la réprimanda doucement, embarrassée par la franchise de sa fille. Mais Henri rit de bon cœur. « Ta mère a raison, j'étais très différent. J'étais perdu d'une certaine façon. Je confondais le succès avec le bonheur, la richesse avec l'accomplissement. Et c'est ma mère qui vous a aidé à changer ?» demanda encore Sofia, ignorant le regard d'avertissement de Maria. Henri échangea un regard complice avec Maria. « Ta mère a été une guide exceptionnelle. Elle m'a rappelé des vérités que j'avais oubliées ou que je n'avais peut-être jamais vraiment comprises. » Le vieil Manuel, qui était resté silencieux jusque-là, prit soudain la parole en portugais. Maria traduisit pour Henri. « Mon père dit que dans son village, au Portugal, il y avait un dicton. Les plus grandes richesses sont celles qu'on ne peut ni acheter ni vendre. Il dit que vous avez appris cette leçon, ce qui fait de vous un homme vraiment riche. » Henri inclina la tête avec respect vers le vieil homme. « Merci, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. » Le repas se poursuivit dans cette ambiance chaleureuse, et Henri se surprit à penser à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. D'un homme isolé au sommet de son empire, obsédé par le pouvoir et la réussite matérielle, il était devenu quelqu'un capable de s'asseoir à une table simple, avec des gens ordinaires, et d'y trouver plus de joie, plus de sens, plus de richesse véritable qu'il n'en avait jamais connue dans les conseils d'administration ou les galas mondains. Plus tard ce soir-là, en raccompagnant la famille Ferreira à leur appartement, Henri marchait aux côtés de Maria, légèrement en retrait des autres. « Votre fille est remarquable, dit-il. Cette curiosité, cette intelligence. » Maria sourit avec fierté. Elle veut devenir journaliste. Elle dit qu'elle veut raconter les histoires que personne n'entend. Elle sera brillante, affirma Henri. La fondation pourrait lui offrir une bourse pour ses études quand le moment viendra. Maria hocha la tête,
reconnaissante mais aussi déterminée. Nous accepterons l'aide si elle la mérite, pas seulement parce que vous me connaissez. Henri sourit, admirant une fois de plus cette intégrité qui caractérisait Maria. Bien sûr, je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Ils marchèrent en silence pendant un moment, puis Maria parla à nouveau. « Henri, je me demandais, êtes-vous vraiment heureux? Je veux dire, au-delà de ce que vous avez dit à Sophia. » Henri réfléchit, appréciant la profondeur de la question et la personne qui la posait. « Je suis en paix, dit-il finalement, ce qui est peut-être mieux que le bonheur tel qu'on l'imagine habituellement. Je ne ressens plus ce besoin constant d'avoir plus, de prouver ma valeur par mes possessions ou mon pouvoir. J'ai appris à apprécier ce que j'ai, à être présent dans ma propre vie. Et cette paix, c'est inestimable. » Maria hocha la tête, comprenant parfaitement. La paix intérieure. C'est ce que mon père a toujours recherché, ce qu'il nous a enseigné à valoriser. Un homme très sage, votre père. Il vous apprécie beaucoup, vous savez. Il dit que vous avez l'âme d'un poète caché sous votre costume de businessman. Henri rit doucement. J'aurais aimé le connaître plus tôt dans ma vie. Peut-être aurais-je évité bien des erreurs. Les erreurs font partie du voyage, dit Maria avec simplicité. L'important est d'apprendre d'elles. Ils arrivèrent devant l'immeuble des Ferreira, ce même bâtiment qu'Henri avait observé cette nuit fatidique, qui avait tout changé. Il leva les yeux vers les fenêtres du 3e étage, se souvenant de l'homme qu'il était alors, de la révélation qu'il avait eue en observant cette famille qu'il ne connaissait pas. « C'est étrange, dit-il doucement, de penser à quel point un petit moment peut changer toute une vie. » Maria suivit son regard vers les fenêtres de leur appartement. « C'est ce que mon père appelle les moments de grâce, ces instants où l'univers nous offre une chance de voir au-delà du voile, de comprendre quelque chose d'essentiel. »« Un moment de grâce », répéta Henri, aimant cette expression. Oui, c'est exactement ce que c'était. Ils se dirent au revoir, Henri serrant la main de Carlos, ébouriffant affectueusement les cheveux de Miguel, acceptant l'accolade spontanée de Sophia et s'inclinant avec respect devant le vieux Manuel. Puis il se tourna vers Maria. « Merci », dit-il simplement, sachant qu'elle comprendrait tout ce que ce mot contenait. Elle sourit, ce sourire chaleureux et authentique qui l'avait d'abord intrigué, puis transformé. « Bonne nuit, Henri. À demain. » En rentrant chez lui cette nuit-là, Henri Dufresne ne sentait plus le poids de l'empire qu'il avait bâti. Au contraire, il se sentait léger, libre d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Il avait compris, grâce à une femme de ménage portugaise et sa famille, que la véritable richesse n'était pas dans les comptes bancaires ou les possessions, mais dans la capacité à être présent, à connecter authentiquement avec d'autres êtres humains, à contribuer positivement au monde. L'histoire de cet homme qui avait suivi une femme de ménage après le travail continuerait à se dérouler, jour après jour, rencontre après rencontre, moment de grâce après moment de grâce. Une histoire non pas de milliards gagnés ou de pouvoir accumulé, mais de transformation personnelle, de redécouverte de l'essentiel, de retour à une humanité partagée qui transcende toutes les barrières sociales et économiques. Et peut-être, comme le suggérait le vieux Manuel avec sa sagesse simple mais profonde, Henri Dufresne était-il maintenant véritablement riche, riche de cette richesse que l'on ne peut ni acheter ni vendre, mais qui remplit le cœur et l'âme d'une plénitude que tout l'or du monde ne saurait procurer. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime, et je serais curieux de savoir, avez-vous déjà vécu un moment de grâce qui a changé votre perception de la vie? Partagez votre expérience dans les commentaires.